Je veux surtout dire que les faits politiques qui passent à la postérité par le théâtre, plus encore que par le roman, parce que le théâtre les apporte de manière vivante aux citoyens, aux spectateurs, ces faits politiques-là deviennent des invariants, c'est-à-dire des référents, des figures de style politique. Un seul auteur résume tout ça, c'est Shakespeare. Shakespeare, en posant avec Richard III, avec Henri VI, mais aussi avec Macbeth, des formes de conquête du pouvoir, d'exercice du pouvoir, d'usurpation, de vengeance, de chute. Shakespeare a posé une forme de canevas dans lequel on lit aujourd'hui, on fait rentrer les faits politiques. Par exemple, vous allez avoir un homme politique qui va arriver au pouvoir en ayant trahi son mentor. Et puis il va exercer le pouvoir pendant 3-4 ans et puis il va chuter. Vous allez en permanence vous dire à quoi ça correspond, à quelle pièce de Shakespeare ça correspond. Avec parfois aussi les modèles antiques. Parce que vous pouvez prendre Richard III, quasi contemporain de Shakespeare, histoire fraîche, mais aussi Jules César. Donc l'histoire antique régénérée par les auteurs des siècles suivants, ou l'histoire écrite presque à chaud par les auteurs de théâtre, fige la politique, forge la politique comme une sorte de référent. C'est le problème en France, c'est qu'on n'a pas de théâtre politique. Impossible, interdit sous Louis XIV d'écrire sur les guerres de religion. Impossible sous la monarchie de Juillet ou la Restauration d'écrire sur Louis XVI ou Louis XIV. Alors évidemment les auteurs ont rusé. Hugo a rusé par exemple en mettant le roi s'amuse chez François Ier pour critiquer la royauté actuelle, mais il faut ruser. Tandis qu'avec Shakespeare, c'est officiel. C'est contrôlé, mais c'est officiel. Donc il manque dans notre théâtre français un théâtre ouvertement politique. Les rares pièces politiques que l'on a ont été oubliées. Par exemple, vous avez une pièce qui s'appelle Henri III et sa cour, d'Alexandre Dumas. Vous avez une pièce qui s'appelle La partie de chasse d'Henri IV, qui a été jouée au XVIIIe pour expliquer ce qu'était un bon roi, le bon roi Henri IV, qui débarque dans une partie de chasse où il s'est perdu. Il débarque chez un paysan qui ne le reconnaît pas. C'est donc un dialogue entre le roi et le paysan. Mais tout ça, c'était pour dire, vous voyez, le roi, c'est formidable, ça critique un tout petit peu le roi actuel parce qu'il n'est pas très bien, mais il ne faut quand même pas remettre en cause la monarchie. Donc on a cette carence dans le théâtre de langue française, d'un théâtre purement et complètement politique. Pour Guitry, dans la vie, il ne faut pas regarder la réalité en face. Il faut transformer la vie en songe, en rêve, c'est-à-dire en théâtre. Et il a fait de sa vie un théâtre jusqu'aux heures les plus noires, puisque de son arrestation à la Libération, il a voulu faire aussi un moment, un acte de sa vie de mondain et de comédien. Dans Faisons un rêve, je pense qu'il y a deux raisons pour lesquelles il a supprimé très vite après la première ce quatrième acte. D'abord, il y a ce retour à la réalité, cette froideur. Ben non, finalement, avoir 3 jours, c'est pas mieux que toute la vie. À la fin de l'acte 3, ça se termine par « Mon chéri, nous avons mieux que toute la vie, nous avons 3 jours ». Non, la vraie vie, c'est se marier, faire des enfants, c'est toute la vie. C'est ce que nous dit la femme quand elle écrit ce long monologue dans une forme de lettre de rupture. Il ne supporte pas ça. Et puis je crois qu'il y a une deuxième raison pour laquelle il a supprimé cet acte 4, c'est parce que ça faisait terminer la pièce sur un long monologue de l'actrice, Charlotte Lizès, sa première femme, puis Yvonne Printemps qui a repris le rôle, puis Jacqueline Delubac qui l'a joué au cinéma. Alors que c'est lui qui devait terminer. Personne ne pouvait écraser le spectacle après Guitry. Or l'acte 2, c'est Guitry seul au téléphone pendant 25 minutes. Il ne pouvait pas y avoir un acte 4 avec une actrice accomplissant quasiment la même performance. Donc je pense que les deux ont joué, son ego et sa conception de la vie. Mais c'est vrai que le théâtre permet d'échapper à la vie. Et en même temps, quand on est sur scène, on se dit que c'est la vie, que la vraie vie est là. Et que la comédie, on la joue à l'extérieur. Et c'est pas faux. Qu'est-ce qu'on fait à l'extérieur? On prend une posture sociale, on fait attention à ce qu'on dit parce qu'on représente telle fonction, telle entreprise, on a un mandat d'élu, on se costume même. Il y en a qui mettent des écharpes rouges dans la vie pour être des personnages. Et c'est peut-être sur scène qu'on est authentique. Parce que sur scène, si on se ment, on se plante. Donc l'authenticité du personnage, qui s'est vidé de lui-même pour être un autre, elle est peut-être plus dans le théâtre que dans la vie. Le journalisme politique, c'est raconter l'histoire, avec un grand H, en train de se faire. C'est-à-dire qu'au moment où l'histoire advient, avec des vainqueurs, des vaincus, des heures tragiques, des heures glorieuses, vous l'écrivez, vous la mettez en mots. Et donc c'est être à la fois spectateur de l'histoire, auteur de ce que vous voulez qu'on retienne de l'histoire, et par les médias audiovisuels, un peu acteur de cette histoire, puisque vous pouvez être dans une interview décisive ou dans un débat important.
Donc ça rassemble plusieurs fonctions que j'aime par ailleurs au théâtre. J'aime aller au théâtre, j'aime écrire et j'aime faire du théâtre. Et donc je retrouve un peu cela. Le fil conducteur, c'est cela. C'est une parenté de gestes entre les deux. Le théâtre étant une manière de rendre vivant des textes écrits il y a longtemps, de leur redonner vie, et le journalisme politique étant une manière de rendre écrit, de transformer en mots la vraie vie, la vie telle qu'elle advient. Oui, il y a un rapport au théâtre qui n'est pas bourgeois. D'abord, il y a tous ceux qui en font du théâtre. C'est une pratique d'extraction de sa vie. Et quand on est cousette, comme on disait dans le temps, ou ouvrier, ou quand on fait un métier qui ne nous intéresse pas, mais il faut bien gagner sa vie, la pratique artistique, musique, danse, théâtre, est une manière de s'épanouir comme être. Et ce n'est pas du tout une manière bourgeoise. Tout comme la chasse n'est pas un acte bourgeois, mais une conquête de la Révolution, donc une manière pour le peuple de s'arracher à sa vie de serf en obtenant le droit de chasse, le théâtre, c'est la même chose. Et ici, en Pays Basque, il faut ajouter la tauromachie. Qu'est-ce que la tauromachie si ce n'est s'arracher à son être, à sa vie modeste? Les toreros sont rarement des grands aristocrates venus de familles argentées, pour se transcender et défier la mort, défier la bonne éducation, c'est quand même un acte sanglant, c'est quand même extrêmement violent, et défier la religion, puisque c'est créer une religion quasiment parallèle. Eh bien, on a tout cela dans les pratiques artistiques, et ça, c'est pas bourgeois. Après, comme spectateur, il y a des manières non bourgeoises d'aller au théâtre. Il y a la manière qui consiste à dire qu'on y va non pas pour être vu, ça c'est la manière bourgeoise, mais simplement pour le plaisir. Le plaisir d'y être avec des amis, on ne sait pas ce qu'on va voir, ou le plaisir d'aller découvrir une pièce, un art, ou d'aller retrouver quelque chose qui nous a ému à la lecture, et dont on va retrouver, ou non, les émotions. Et tout cela n'est pas bourgeois parce que c'est sincère. Ce qui est bourgeois aujourd'hui et qui était aristocrate hier, c'est d'y aller pour la salle. J'y suis, je montre à mes voisins que je suis abonné, que j'ai une meilleure place qu'eux, je montre à monsieur le député que je suis là aussi, je suis avec mes petites jumelles et je surveille un peu qu'il y a dans la salle. À la boutique de la Comédie Française, vous pouvez acheter un objet qui a fait fureur au XVIIIe et au XIXe siècle, qui s'appelle un polémoscope. C'est quoi un polémoscope? C'est comme une toute petite longue vue pour regarder la scène, sauf que c'est faux. Il y a un miroir de biais et vous regardez vos voisins. Et donc le polémoscope donne l'impression que le spectateur ou la spectatrice suit de près l'action alors qu'elle est en train de regarder, ah tiens, elle a pris un coup de vieux celle-là, ah mais machin, tiens il est plus avec une midule, il est avec cette jeune fille là, mais qu'est-ce que c'est que ça? Voilà, c'est ça. Et le théâtre bourgeois c'est ça, c'est le théâtre où on va voir la salle. La manière non bourgeoise d'aller au théâtre c'est tout simplement d'aller voir la scène. C'est pas le naturel qui compte, c'est la vérité. Parce que jouer avec naturel, c'est un peu une quête infinie, parce qu'évidemment il y a toujours de l'artefact dans le théâtre, et c'est pas toujours le meilleur moyen de provoquer l'émotion. Ce qu'il faut, c'est de la vérité et de la sincérité, de l'authenticité. Ça, vous ne l'avez vraiment qu'en représentation. Dans le travail de répétition, jusqu'au dernier filage, vous faites le mieux possible techniquement. C'est-à-dire il faut que l'horlogerie marche. Vous le devez à vos partenaires pour ne pas les planter, vous le devez à l'auteur, vous le devez à vous-même. Mais quand il y a la représentation, arrive cet ingrédient supplémentaire qui est le public. Et là, vous allez voir si votre travail vous a préparé à être dans l'authenticité, ou si vous cassez la figure. C'est exactement la même chose que de passer du simulateur de pilotage d'avion à un vrai avion. Ou de passer de cours de voile au bateau en pleine mer. Ou du bateau sur un étang au bateau en pleine mer. À un moment donné, il y a une vérité que vous ne pouvez pas fuir. Si vous avez bien travaillé, votre avion il ne tombe pas, votre bateau il ne coule pas. Si vous avez fait semblant de travailler en faisant juste ce qu'il fallait pour donner l'impression que vous étiez pilote, vous coulez, vous tombez. Et ça, il n'y a que la représentation qui permet de l'atteindre. Par ailleurs, chez certains acteurs, chez certaines actrices, la vérité, l'authenticité comporte une part de folie, au sens des raisons. Quelque chose qui échappe à la raison, que vous ne pouvez pas construire, prévoir, préméditer et livrer. Quelque chose s'empare de vous qui joue à votre place, qui vous fait jouer. Cette illumination-là, cette possession-là, elle ne peut arriver évidemment qu'en représentation. Et moi, ça m'est arrivé, même dans le cadre amateur, de croiser des comédiens ou des comédiennes. Entre la meilleure des répétitions et la représentation, il y avait 30% de plus, en énergie, en feu.
Il faut s'y attendre d'ailleurs, parce que vous, partenaires, vous prenez ça dans la figure et c'est pas facile à gérer. Quand vous êtes metteur en scène en plus, donc vous êtes plutôt ancré dans la rationalité de la maîtrise du spectacle que vous avez monté, ces acteurs-là volcaniques sont à la fois très précieux, c'est un plus, et très dangereux. Alors évidemment, il y a d'autres acteurs et actrices où c'est 30% de moins. Soit parce qu'ils sont pas sérieux, mais ça ils disparaissent vite, soit parce qu'ils sont tétanisés. Et donc la peur va éteindre en eux ce feu. Et ça c'est dommage parce que c'est des acteurs et des actrices qui seront toujours malheureux, qui n'arriveront jamais à s'accomplir. Pas forcément exclusivement. Le jeu de l'acteur, c'est le noyau de l'atome. Vous ne pouvez pas le nier. Si le noyau est raté, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez autour, la pièce ne fonctionnera pas. Mais le noyau de l'atome, c'est ni l'atome, ni la molécule, ni un être de chair et de sang. La plus jolie femme du monde, si vous la réduisez à ses atomes, ne provoquera aucun désir. Il ne faut pas considérer que le jeu de l'acteur est l'aboutissement. La preuve, les metteurs en scène qui, la mode est passée, mais c'était très très violent dans le début des années 90, les metteurs en scène qui considèrent que la représentation doit montrer le travail, c'est-à-dire la répétition, c'est-à-dire l'acteur en train de se visser, ça donnait rien de bien. Ça donnait des spectacles éprouvants, ennuyeux, un peu comme si vous allez au restaurant et qu'on vous dit, ben, tenez, regardez, votre repas c'est ça, et on vous montre un champ de patates, un jardin avec des légumes. Alors vous allez dire, bah, d'accord, oui, il faut des légumes pour me faire le plat, mais je vais manger quand même. Ah non, votre repas c'est ça. Là, vous n'avez pas envie de vous mettre à quatre pattes et de brouter des carottes dans la terre. Eh bien c'est ça, résumer une mise en scène au regardez comment un acteur travaille, regardez comment un acteur se pétrit. Et ça a été une des grandes impasses de la mise en scène du début des années 90. On en est heureusement revenu. Aujourd'hui, je trouve qu'on est dans une très bonne période où le côté démiurgique du metteur en scène, créer un monde avec des décors, du son, de la lumière, préserve quand même le moment fatidique du jeu de l'acteur et le sert et le glorifie comme un écrin. On ne se perd ni dans l'acteur passé au rayon X, qui n'a pas d'intérêt, ni dans le délire cinématographique où tout est décor, tout est son, où on met des micros à tous les comédiens et où de toute façon les comédiens n'ont pas d'importance, tout est dans la technique. On a eu les deux excès, on retrouve une période plus équilibrée. 3 exemples, Thomas Ostermayer, son Richard III, sa Mouette, c'est exactement ça, énormément de mise en scène, de création de monde, mais tout ça pour que l'instant de vérité dramatique soit pur et bouleversant. Thomas Joly, à travers son récit, à travers son Richard III, il montre que la mobilisation des techniques les plus modernes, les techniques de concert, peuvent néanmoins préserver des moments et servir des moments théâtraux purs, même dans des spectacles fleuves et très mécanisés. Et puis enfin, dernier exemple, Pomera, Joël Pomera, qui montre des spectacles de précision chirurgicale. C'est-à-dire si l'acteur n'est pas à l'instant T sur l'endroit précis au millimètre où il doit être, le pinceau de lumière le loupe. Donc c'est à la fois extrêmement contraint et en même temps, vous ne pouvez pas retirer les acteurs, vous ne pouvez pas faire en sorte que le spectacle ne soit pas un rendez-vous avec quelques mots dits à un instant par un comédien ou une comédienne. Et c'est ce mariage absolu, précis, de la technique et de l'art dramatique, c'est quelque chose de précieux. Moi j'apprécie dans le théâtre, et c'est pour ça que je suis amateur, son côté mou. Le théâtre, c'est élastique, c'est caoutchouteux. Vous pouvez intervertir de répliques, votre partenaire le voit, le public n'a rien vu. Vous pouvez contourner un obstacle pour prendre un accessoire parce que ça ne se passe pas comme prévu, etc. En danse et à l'opéra, on ne pouvait pas. Hein. En danse, si vous vous dites, tiens, je vais faire plutôt ce pas-là, vous tombez, puis votre partenaire tombe. Hein. C'est comme du patin à glace. L'opéra, c'est pareil. Vous ne pouvez pas vous dire, ces 3 notes-là, je vais les sauter, je les chanterai plus tard. C'est pas possible. Donc il y a des arts de l'exactitude, opéra, danse, cirque. Et il y a des arts de l'approximatif. L'approximatif, ça ne veut pas dire que c'est pas bien. Ça veut dire que on va chercher la précision et pas l'exactitude. Et vous allez, en fonction du public, bouger. Et vous dire, tiens, j'appuie là, je passe vite là. Et ça, je trouve que c'est très précieux au théâtre. C'est ce qui fait qu'aucune représentation ne ressemble à une autre. Donc je ne veux pas lâcher ce côté souple, caoutchouteux, approximatif du théâtre. Mais je reconnais que c'est un art inférieur aux arts suprêmes de précision et d'exactitude que sont l'opéra, la musique ou la danse ou l'acrobatie. Et certains metteurs en scène de théâtre, Pomera par exemple, arrivent à joindre les deux, à garder au théâtre cette souplesse émouvante et à l'approcher de la perfection d'exactitude de l'opéra.